Autrefois risée des internautes pendant la saison pluvieuse, la commune de Koumassi est aujourd'hui exemple d'assainissement et de salubrité à Abidjan. Lors des récentes inondations, elle a même été l'une des rares communes d'Abidjan à ne pas s'être retrouvée les pieds dans l'eau. Le Live Talk ce soir fait un focus sur le nouveau visage de Koumassi et c'est dans le dossier. De son vrai nom, Patrick Armand Baka Brédé. Notre invité est plus connu sous son nom de plume, Gauze. Il est l'auteur de Des bouts payés et Camarade Papa, deux œuvres maintes fois primées en Europe et en Afrique. Il sera avec nous sur le plateau. Il va nous livrer son regard citoyen sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Et nous allons également parler de son dernier ouvrage, Black Mano, sorti aux éditions Nouvelle Attila. L'information, le décryptage, le débat sans filtre, tout ceci, c'est dans le Live Talk sur Live TV. Bienvenue! On est très heureux de vous retrouver, de surtout retrouver la The Team. Elle est au grand complet et en général, la personne qui s'assoit à ma gauche, c'est la personne qu'on présente en premier. Israël Guébo est avec nous sur le plateau ce soir. Bonsoir Israël. Bonsoir Brice, bonsoir à tous les téléspectateurs de Live TV. D'accord, vous et nous, on est les grands coupeurs de ce pays. Donc, on va décider de moins couper et décaler peut-être, on ne sait jamais. À ma droite, il y a le magnifique sourire de Sophie Aïda. Bonsoir Sophie. Bonsoir Brice. Est-ce qu'on dit couleur argentée pour la couleur de votre tenue? On dit shine, shine. Shine, shine. Shine, shine. C'est en anglais, ça. Shine, shine. C'est-à-dire que je brille, quoi. Shine, shine. Trop de brillance. OK. Et juste à côté d'Israël Guébo, on a... ouais, moi aussi, j'ai entendu pour vous. On dit la croqueuse. Rayana ici. Bonsoir Rayana. Comment ça va? Bonsoir Brice, ça va très bien, tout va bien. Ça marche, je parlais comme fruit. Ça va Rayana? Ça se passe bien? Edith Broubleu est aujourd'hui en rose. Comme un bonbon. Comme un bonbon. À croquer. À croquer? Ben, c'est très très bien, vous êtes bien en face l'une de l'autre. Donc un bonbon à croquer. En tout cas, cette team-là va en décortiquer, va analyser, va commenter l'actualité. Et justement, tout de suite pour notre première escale, qu'avons-nous retenu de l'actualité et des faits marquants aujourd'hui? C'est dans le Live Actu. Je ne sais pas si je peux annoncer, il est de retour. Enfin. Le Premier ministre Amadou Gon est de retour après 2 mois en France pour des soins. Il a même été accueilli par le président de la République. Rayana, je vais commencer par vous. On pourrait dire, enfin. Son retour, effectivement, avait plusieurs fois été annoncé, notamment le 2 juin. On l'attendait, mais malheureusement, ce retour a été avorté pour encore une rechute médicale. Il a été hospitalisé pendant une dizaine de jours à peu près. Mais aujourd'hui, voilà, il est là et on est rassuré de le savoir bien portant. Et on est rassuré de savoir qu'il va participer aux pré-campagnes à 4 mois du scrutin. Sûrement un soulagement pour son parti, le RHDP. Je veux dire, qu'on soit d'un parti ou d'un autre, on est surtout content qu'un Ivoirien rentre en bonne santé. Bien Voilà, sûr. on va déjà le retenir. Israël? Alors moi je pense que c'est un bon retour, mais c'est surtout un retour avec un double défi. Défi pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly lui-même, parce qu'il doit rassurer ses militants qu'il a toutes ses capacités pour descendre dans l'arène électorale qui va s'ouvrir dans pas très longtemps. Et puis un autre défi pour le président de la République, qui va devoir ménager son Premier ministre, donc le mettre au repos, et puis trouver certainement un autre Premier ministre pour l'amener à finir son mandat sur de bonnes notes. Ça tombe très bien que ce soit vous que je coupe peut-être. Non, mais je veux dire, là, on l'annonce en bonne santé, reposé. Pourquoi vous imaginez qu'il a besoin de prouver quelque chose? Non, je n'imagine pas. Il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé, il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont circulé, et je pense qu'il est de son devoir de rassurer ses militants et les militants du RHDP, de leur dire que voilà, je suis de retour, je suis capable de faire la pré-campagne, de faire la campagne, de tenir, parce que c'est quand même une épreuve physique. Voilà, d'autant plus que c'est ça, c'est 2 semaines très intenses où la présence physique est vraiment, enfin, il y en a besoin d'être là, il faut parler, il faut aller vers la population. Donc s'il faut le ménager maintenant, on espère qu'il aura toutes ses forces en tout cas. J'ai envie de dire au fond là-bas, mais vous avez quel problème? On dit qu'il est de retour, il est en bonne santé, il est dué. C'est l'expression qui va avec, c'est dué. Donc vous dites non, est-ce que vous pensez, bon, c'est pas. Et dites justement, mais ce retour-là aura une certaine incidence sur l'échiquier de la politique en Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr, parce que de toute façon, un État a besoin de son chef de gouvernement en bonne santé. Donc le savoir présentement en Côte d'Ivoire, c'est rassurant.
C'est rassurant pour le pays, pour la direction aussi du pays, mais surtout pour ces militants, comme l'a dit Rayana, qui l'attendaient certainement et qui souffraient aussi de toutes les rumeurs sur son état, autour de son état de santé et tout ça. Et surtout, savoir que leur champion est de retour pour affronter les joutes électorales, comme l'a dit. Leur lion est présent. Le lion très important est C'est présent. Lion is back. Ça redonne de la confiance, en tout cas, aux militants du RHDP. Et ce que je voulais souligner, c'est qu'il était tellement attendu qu'un pagne a été fait à son effigie. Et je pense que la plupart, ceux qui étaient présents, en tout cas à l'aéroport, ont dû porter ce pagne pour l'accueillir. Bon retour à lui. Voilà, bon retour. Et puis j'ai vu quelques images, il a l'air en très bonne santé en tout cas. Moi, j'ai surtout lu quelque part sur Internet, quelqu'un qui a écrit « Le lion est de retour, Kengen ». C'est maintenant que les vraies choses commencent. Ouais, exactement. Bon, allez, on va parler un tout petit peu d'un sujet, un tout autre sujet. C'est l'hommage aux soldats tués dans l'attaque de Kafolo. Un hommage qui arrive et c'est surtout un grand moment d'émotion déjà. On a vu les images, on était tous très émus, très touchés par ce qu'on a vu. C'est vraiment émouvant parce que c'est ces 14 soldats qui sont tombés au front pour défendre la patrie et surtout pendant une opération, une attaque terroriste, donc dans un mouvement assez lâche. Et c'est des familles qui sont endeuillées. Beaucoup d'internautes présents sur Twitter, Facebook avaient souhaité qu'un hommage leur soit rendu. Et je pense que 20 jours ou 21 jours plus tard, c'est vrai que ça a pris un peu plus de temps, mais ça a été quand même fait. Le pays les a reconnus, ils ont reçu un hommage posthume, c'est très important. Peut-être qu'il aurait dû fallu avoir aussi, pour marquer ce moment, avoir une journée de deuil national, par exemple. Israël, il a un regard en général, je commence à le connaître, il a un regard quand il n'est pas tout à fait d'accord avec quelque chose. Non, Je me suis trompé sur votre regard? Non, c'est pas que je suis d'accord, je suis doublement triste en fait. Oui, triste et pour ces familles endeuillées, pour ces personnes, pour ces militaires blessés. Triste que cette cérémonie d'hommage arrive 21 jours plus tard. Pour moi, 21 jours, c'est trop long. C'est trop long et je trouve que dans les jours qui ont suivi l'attaque terroriste, on aurait dû rendre hommage à ces héros-là qui sont tombés sur le champ d'honneur. Et puis, je trouve que j'ai pas senti, j'ai pas vu la classe politique sur le terrain rendre hommage à ces hommes. On a vu ici, tout le monde a été chargé, on a vu des grandes marches. Il y en a même qui sont allés pleurer. C'est ça, on a vu. Même ici, on a vu des parlementaires défiler, marcher dans les rues du plateau pour rendre hommage pour dire qu'ils sont Charlie. On a vu personne dire que je suis Kafolo. Donc, je suis doublement triste. Je pense qu'il faudrait qu'à un moment donné aussi, on rende vraiment un hommage. Et comme Edith l'a dit, je pense qu'il aurait fallu qu'on ait aussi 3 jours de deuil national, à la limite même des drapeaux en berne. C'est quand même le plus lourd tribut que perd l'armée dans une attaque terroriste après celle de Bassam. Et l'armée, c'est celle qui défend le pays, c'est elle qui est en première ligne quand il y a ce genre d'attaque. Et dans d'autres pays, on voit qu'il y a des hommages qui sont rendus même pour un seul mort. Donc c'est important de pouvoir, quand ce genre de choses arrive, d'être réactif et surtout attentif surtout à ce qui se passe. Vous dites réactif parce qu'on dit qu'il y a eu 21 jours et ces 21 jours-là, c'est trop long pour vous. Est-ce que ce n'était pas parce qu'on voulait mettre en place tout le dispositif pour pouvoir... Non, mais il y a des choses qui peuvent être faites sans forcément attendre la cérémonie. La cérémonie, oui, c'est une chose. Mais comme a dit Israël tout à l'heure, les drapeaux en berne, des annonces, des politiciens sur le terrain se mobiliser. Enfin, c'est pas des... Et c'est quand même des familles qui sont derrière, qui ont perdu un membre qui leur était cher. C'est important. Ça aurait dû être fait depuis. C'est extrêmement dur. Au moins, c'est fait. Voilà. C'est peut-être pas de la bonne manière, mais c'est fait. On va retenir déjà que c'est fait et ça apporte un petit soulagement peut-être dans le cœur des familles, des victimes. Et puis, ça va peut-être servir de leçon pour que les prochaines fois, je ne souhaite pas qu'on ait de prochaines fois. Surtout pas. Je crois qu'on va être très, très, très d'accord là-dessus. Mais bon, sait-on jamais, on va tirer toutes les leçons de ce qui s'est passé. C'est surtout aussi de dire notre Yako aux familles. Exactement. Voilà, c'est très important. Prompt rétablissement, surtout aux soldats qui sont blessés. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon, on va tout de suite s'intéresser à notre dossier après une courte pause. Sous l'impulsion de son maire, Ibrahima Cissé Bakongo, la commune de Koumassi aborde un nouveau visage, beaucoup plus reluisant que celui d'il y a 2 ou 3 ans. De Koum Beach, on parle de plus en plus de Koum City. Alors justement, quels sont les secrets de cette transformation? On en parle dans le dossier. Koumassi, une commune située au sud d'Abidjan qui donne envie pour la beauté de son cadre de vie.
Voici ce à quoi ressemblait Koumassi quelques années en arrière. Désordre et insalubrité étaient l'identité de ce que l'on pourrait appeler l'ancien Koumassi. Aujourd'hui, le nouveau Koumassi fait rêver. En moins de 2 ans, la commune s'est métamorphosée. Un changement qui rend ses habitants si fiers. Je suis né à Koumassi, je suis pratiquement resté tout le temps à Koumassi. Koumassi était considéré comme petit Venise dans le passé, parce que lorsqu'il y avait quelques gouttes de pluie seulement, il suffisait de chercher une pirogue pour pouvoir se déplacer. Mais maintenant, c'est différent. Vraiment, c'est un plaisir de dire que je suis de Koumassi, parce que maintenant, je suis à Gaïadi. Quand je suis devant les autres de Cocody, d'autres communes, je suis fier de dire que je suis de Koumassi, parce que Koumassi devient très beau. Vous voyez la beauté de Koumassi là. Tout est ouvert. Je trouve que le vent passe même. Il n'y a pas d'emmerdement quand il pleut. Ce nouveau visage de Koumassi est l'œuvre d'un homme, Cissé Ibrahima Bakongo, le nouveau maire. Arrivé à la tête de la commune en décembre 2018, il s'est très vite mis au travail. Le reprofilage des voies, le pavage des trottoirs et d'autres travaux ont mobilisé plus de 3 milliards de francs CFA selon la direction technique de la mairie. Ces voies qui ont été libérées, on essaie de mettre pour faire on essaie de construire certaines voies avec du bitume, d'autres avec du pavé. C'est un investissement lourd, ça coûte beaucoup d'argent. On a constaté qu'il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas sur le plan de l'environnement. Tout ce qui était comme domaine public, il y avait des occupations anarchiques de part et d'autre. Et ces occupations allaient jusqu'à occuper même les réseaux d'assainissement. Lors du déguerpissement en 2019, ce ne sont pas seulement les occupations anarchiques qui ont été démolies. Des habitations existantes avec une documentation délivrée par les autorités de cette époque ont été détruites, comme le témoigne Akou Kone. L'arrêté d'approbation a été signé par Kapani en 1995. En 2019, le maire qui est venu nous a envoyé un courrier, soit disant que nous devons présenter des documents sur la parcelle que nous occupons. Quand il nous a envoyé la communication, ils ont commencé à démolir. J'avais une villa au fond, j'avais 2 magasins devant. Voilà. Ils ont commencé à m'atteler les magasins. Et je suis arrivé, bon, il y a eu des chevaux, ils n'ont pas cessé, ils sont allés jusqu'à démolir complètement la maison. Et sans dédommagement. Bon. C'est-à-dire que pour nous qui avons autre ressources, on a pu peut-être avoir la chance de louer une maison quelque part, mais ceux qui n'avaient pas autre chose, il y en a, ceux qui ont eu la chance, c'est-à-dire que ceux qui avaient des parents qui pouvaient les aider, les ont aidés, mais ceux qui n'avaient pas la chance, il y en a, parmi nous qui sont morts de crise cardiaque. Koum City. Comme la belle. Oui, comme la belle. Vous avez fait un tour à Koumassi récemment. Personnellement, ma mère y habite. J'y étais en général. La première chose que je remarque, c'est que déjà, je circule mieux. Oui, on déjà circule beaucoup mieux. à l'entrée de Koumassi, on sent qu'il y a eu un vrai changement. Il y a encore 2 ans, il y avait beaucoup d'attroupements, des vendeurs, surtout la nuit, des vendeurs à la sauvette, de téléphones portables et tout. Et surtout, la commune était connue pour souffrir d'inondations. Je me rappelle un jour, j'étais allée à un rendez-vous et j'ai vraiment regretté parce que franchement, on ne pouvait même plus passer. C'était complètement inondé. Et aujourd'hui, c'est devenu une cité qui est beaucoup adorée par ses administrés. On a entendu le reportage, un mot comme regaillardi. On a entendu même un autre intervenant qui disait que le vent circule mieux maintenant dans la commune. Je ne sais pas quel est le lien avec les inondations. J'ai mon voisin, parce qu'il faut que je vous parle de temps en temps de mes voisins. J'ai mon voisin qui a sa sœur qui habite à Koumassi, qui lui a dit, bon c'est vrai le vent circule mieux, mais on n'a plus d'arbres pour s'abriter, parce qu'on a tous les arbres. On ne peut pas dominer sans casser les œufs. Je peux comprendre les populations de Koumassi, les habitants de Koumassi qui sont très fiers. Il y a de quoi être fier quand vous revenez de Bassam, que vous entrez à Abidjan, au carrefour, au grand carrefour de Koumassi, vous voyez tout de suite les aménagements qui ont été faits. C'est waouh. Donc ça montre bien le travail d'aménagement du territoire qui a été fait par le maire. Oui, et puis ce grand carrefour de Koumassi était connu pour ses nombreux accidents aussi, il faut le souligner. Et son insécurité. Son insécurité surtout. Et puis j'aime bien ce qu'Edith a dit, c'est possible. Je pense qu'il faut faire avec ce qu'on a et il faut essayer de faire. Il y a trop de maires, ou en tout cas trop d'administrateurs qui s'assoient sur leur laurier, qui se reposent sur leur laurier ou qui disent on n'a pas assez ou on ne peut pas, mais il faut faire avec les moyens de bord.
Ouais, Il faut oser. mais en plus, on voit ces résultats-là aujourd'hui. Mais il faut dire que le maire Bakongo n'avait pas toujours été bien compris. Il a même été, à des moments, obligé de descendre dans l'arène en culotte pour pouvoir affronter même certaines Mais populations. justement, il a osé. C'est ça. Oui, La communication. quand on a passé 15 ans, 20 ans dans une situation et que quelqu'un arrive en cassant, en ouvrant le chemin, forcément, ça fait grincer les dents. Mais au final, tout le monde s'accorde aujourd'hui. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment de tous les bords. S'accorde aujourd'hui pour reconnaître le travail fait sur le terrain par Cissé Bakongo. En général, le traitement, il est amer. C'est pour ça que voilà, on n'est toujours pas à l'aise quand on prend un traitement parce que c'est difficile. Mais au final, voici le résultat. Il y a des maisons qui ont été détruites parce qu'elles étaient sur des voies d'assainissement. On a vu dans le reportage il y avait 2 victimes, bon, en tout cas dans les commentaires, qui se plaignaient parce que bon, elles ont perdu des biens, mais on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs pour pouvoir arriver à ce genre de résultat finalement. En tout cas, moi j'ai vu dans l'émission au quartier sur Live TV, j'étais très content aussi de voir cet autre Koumassi et on sent très bien que les gens sont contents d'habiter à Koumassi. Fiers d'y être, Et effectivement. j'imagine que avec ce qui s'est passé à Cocody dernièrement, les habitants de Koumassi ont dû avoir un petit sourire en disant ben voilà, finalement, c'est pas nous seuls, quoi. En tout cas, ma mère, elle me dit, toi, tu habites à Cocody, moi, j'habite à Koumassi. Mais franchement, je suis contente d'être à Koumassi. Bon, en tout cas, chapeau donc, on va dire quoi, au maire Bakongo. Oui, à la mairie À la mairie. de Koumassi également. Même s'il y a d'autres communes aussi, malgré les difficultés, qui quand même font des efforts, comme voilà, la mairie de Cocody, parce qu'on parle d'efforts de modernisation du cadre urbain. Donc, par exemple, avec la mise en place de pavés et surtout des bandes de sécurité pour empêcher les chauffeurs de Wara et de taxis de se garer un peu partout sur le trottoir. Donc, il y a des efforts aussi qui sont faits ailleurs. On va marquer une courte pause et on va se retrouver sur ce plateau-là pour notre petit débat. Vous suivez toujours le Live Talk sur Live TV, la télé sans filtre, numéro 6, sur la TNT, le numéro 206 sur les bouquets Canal+. La dégradation constante de notre environnement et les récentes inondations amènent les populations à se poser des questions sur le rôle de nos mairies. À quoi servent les mairies en Côte d'Ivoire? Non, j'aurais pas dit à quoi ça sert le vieux. Comment fonctionnent nos différentes mairies? Quel rôle devraient jouer les populations dans l'aménagement du territoire? Le petit débat est ouvert. Alors, je vais me tourner vers qui pour commencer? Je commence si tu veux. Tu donnes ta langue aux gens? Ben oui. Ok, qui donne sa langue Israël. On parle quoi? Du rôle des mairies. Quel rôle devraient jouer les mairies, globalement? Alors, je vais être très bref. Il faut comprendre en fait le rôle le maire a une double casquette. Il a une casquette d'agent de l'État et il a une casquette d'agent d'exécution communale. Et ce rôle d'agent d'exécution communale lui confère des pouvoirs propres, au nombre desquels on a la gestion de la sécurité de sa circonscription et puis la gestion de l'assainissement ou de la salubrité publique. Et sur la salubrité publique, il incombe au maire donc de veiller à ce que les rues soient propres, les rues soient bien aménagées, l'espace, l'air sur lequel les populations vont vivre, vont habiter, soit bien aménagé. Donc ça, voilà un peu le rôle que doit jouer le maire. Il y a des exemples? On l'a vu dans l'exemple de Koumassi, il y a plus de 2 ans, Koumassi n'était pas ce que c'est aujourd'hui. Koumassi était pratiquement les pieds dans l'eau, c'était la star des réseaux sociaux lors des saisons pluviales, mais aujourd'hui le résultat est tout autre. En 2018, Cissé Bakongo accède à la mairie et avec un engagement de rendre Koumassi, il le dit avec ces termes, autrement que ce qu'elle était. Et c'est chose faite parce que 2 ans plus tard, les résultats sont palpables. Il a pu allier communication et action. Je m'explique, communication, il a travaillé à changer le regard des 400 000 habitants qui sont à Koumassi et son objectif était de dire, à travers ma campagne, je fais aimer Koumassi à ceux qui habitent à Koumassi. Et c'est fait, ils ont adopté cette commune et c'est aujourd'hui une fierté pour eux d'y être. Et la campagne, c'était d'ailleurs J'aime Koumassi qu'on voit au grand carrefour de Koumassi. Et sur le plan de l'action, c'est quand même 9 milliards, il faut le souligner, de travaux d'assainissement et de bitumage des voies de la commune. Donc, quoi qu'on dise, le résultat est indiscutable. Je vous promets que moi, si je suis le maire de Koumassi, je regarde ça, je dis bravo. Tout de suite, bravo. Non, c'est bien de le souligner parce qu'aujourd'hui, Koumassi n'a pas figuré sur la liste des communes sinistrées. Donc, on dit bravo plutôt à lui.
Oui, je donnais un avant-goût tout à l'heure de ce qui se passe également de la commune de Cocody, même si elle souffre des inondations, donc qu'on met également sous le compte de l'indiscipline aussi des promoteurs immobiliers, et aussi de l'indiscipline également des populations qui construisent sur les voies d'assainissement. Mais depuis le début de l'année 2020, la mairie de Cocody est en train de faire des efforts en termes de modernisation de la commune, comme je l'ai dit. Récemment, le maire de Cocody, Jean-Marc Yassé, a fait une visite avec la direction de l'AGEROUTE pour montrer un peu ces évolutions. Donc on a eu des allées piétonnes, qui ont été faites, des pylônes de sécurité, comme j'en ai parlé tout à l'heure, qui sont destinés à protéger les piétons. Vous avez pu les voir au niveau des deux plateaux, au niveau également de Cocody-Saint-Jean, par exemple, des sortes de pylônes qui sont installés un peu partout. Il y a également des jardins secs et fleuris qui ont été mis en place dans certains quartiers. C'est encore un début, mais je pense que c'est à encourager. On espère qu'au niveau également de l'assainissement de la commune, ça va évoluer aussi. Non, je rigole parce que je me dis, le maire de Cocody fait ça. Ouais, bon, tu aurais dû parler comme l'autre. Bon. Mais bon. Les inondations, malheureusement, voilà, malheureusement sont venues. Ce tableau. Malheureusement, terni le tableau d'Edith. Sinon, elle avait prévu de grandes choses. Sophie, il y a des exemples ailleurs. Oui, alors totalement. Moi j'aimerais parler du rôle des citoyens. Ah, déjà Oui. Oui, parce qu'on a parlé du rôle des mairies, mais Sophie, c'est important. Les citoyens, les populations elles-mêmes doivent jouer un certain rôle dans l'assainissement de leur environnement. Exactement. Alors, j'aimerais prendre l'exemple d'un citoyen sénégalais que je pense que vous connaissez tous, qui est le chanteur Akon. Le 13 janvier dernier, il a annoncé sur Twitter qu'il a enfin finalisé les accords de la construction de la Akon City, qui est une ville qui portera son nom donc, au Sénégal, son pays natal. Et cette ville, en fait, c'est une crypto-city. Une crypto-city, donc c'est une ville dans laquelle toutes les transactions financières se feront en crypto-monnaie. Donc la Acoin, parce que c'est une crypto-monnaie qu'il a créée lui-même. Et il l'a construite sur un terrain qui lui a été offert par le président Macky Sall, le président sénégalais, et qui sera à 5 minutes seulement de l'aéroport international de Dakar. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans son approche, c'est cette envie de développer son continent, de développer son pays. Il s'est dit, voilà, moi j'ai un terrain qu'on m'a offert, que le président m'a offert. Au lieu d'exploiter ces 810 hectares à des fins personnelles, je vais développer cette ville avec des universités, des écoles, un poste de police, des stades, et puis je pense une centrale solaire et une installation de gestion de déchets, c'est extrêmement important. Voilà, pour en faire profiter justement donc, la jeunesse et la population sénégalaise. Et de plus, l'État va mettre en place des allègements fiscaux justement pour encourager les investissements. Donc l'État et les citoyens peuvent travailler ensemble pour donc un citoyen dit, bon allez, ça y est, moi je crois que trop c'est trop, comment je peux aider mes concitoyens, je monte une ville, l'État dit, ouais franchement c'est une bonne idée, on va t'accompagner, on va t'aider. C'est surtout ce qui est à saluer, c'est cette initiative-là. Ça veut dire, chacun à son niveau peut essayer d'imaginer, faire quelque chose. On peut se plaindre, mais si on a les moyens de pouvoir apporter un plus à sa communauté, autant le faire, au lieu de juste critiquer. Moi, j'aime bien cet exemple d'Akon, parce qu'en fait, on en retrouve ici en Côte d'Ivoire. Hein. Vous avez parlé de Koumassi, de Cocody, mais aussi de la commune d'Abobo. Il faut bien se rendre compte que depuis quelques années, il y a des aménagements qui ont été faits. Mais sur le plan des initiatives citoyennes, il y a une zone, il y a un quartier qui porte une bonne image, c'est Abobo Baoulé. Tout le monde voit comme une communauté villageoise s'est organisée, n'a pas attendu que le gouvernement ou que l'État ou que la mairie se mobilisent. Eux-mêmes se sont organisés pour rendre leur quartier propre, eux-mêmes se sont organisés pour faire de l'assainissement, pour faire de l'aménagement du territoire. Et aujourd'hui, Abobo Baoulé est une référence en termes de zones, de quartiers qui s'auto-organisent. Et moi, je pense que c'est aussi le lieu de rappeler qu'il y a quand même dans les quartiers ce qu'on appelle des syndics qui ont à charge de l'organisation du quartier, de la zone où ils vivent. C'est vrai, on attend toujours de la part du maire de faire quelque chose, mais je pense que ta maison où toi-même tu habites, il faut la balayer, il faut nettoyer devant, il faut t'organiser pour que la poubelle soit bien rangée. Donc, n'attendons pas toujours du maire des autorités, on a quand même notre rôle à jouer dans l'aménagement et dans l'assainissement de notre environnement immédiat. Okay, moi je pense que Vous avez parlé d'Abobo, vous? Oui, c'est moi qui ai parlé d'Abobo. Koumassi, Cocody, ma commune. Akon City. On a dit Koum City, Akon City. Akon City. Et là-bas, apparemment, les achats vont se faire en
En crypto. Oui, en crypto-monnaie, c'est bon pour ceux qui ne connaissent pas, je vais essayer d'être très rapide. Très, très bien. C'est une monnaie virtuelle. Elle a sauté sur l'opportunité. Elle dit, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous explique ça. Non, c'est une monnaie virtuelle et voilà, elle est conçue pour permettre de faire des transactions en ligne assez facilement. Et pour plus d'informations, allez sur Internet. Vous suivez le Live Talk, c'est du lundi au jeudi à partir de 20h sur vos écrans. Et vous nous suivez sur le numéro 6 de la TNT, sur le canal 206. Des bouquets Canal+, Maz Team. Elle est en forme, elle est au grand complet. Israël Guébo, Rayana Assi, Edith Broubleu. J'aime bien quand j'arrive à ce niveau-là. Et la magnifique Sophie Aïda. Pour tout à l'heure recevoir notre invité. C'est un écrivain à succès. Il est l'une des meilleures plumes ivoiriennes primées en Europe. Il est reconnu également pour son franc-parler, pour ses prises de position sans équivoque. Armand Patrick Baka Brédé. On va marquer une courte pause avant de recevoir notre invité. Retour sur le plateau du Live Talk. La configuration a changé. Eh bien, notre invité nous a rejoint. On l'a dit, Armand Gauze est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Toujours à pied. Je n'ai pas encore acheté la Mercedes. On nous avait prévenu. Hein. Je suis content de deux choses que je vais spécifier tout de suite. La première des choses, c'est que je remplace là, Edith Broubleu. Donc Edith Blue, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Et puis surtout, on m'a invité au pied levé à la place de l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur. C'est peut-être un signe du destin. Ah oui. Mais on ne dit pas tout. On vous l'a dit là comme ça, mais bon. En tout cas, nous, on est très très heureux de vous avoir sur notre plateau parce qu'avec vous, on va parler, on va dire ce qu'on ressent. On va parler avec sans filtre. Sans filtre, surtout. Exactement. Alors, vous avez fait le tour de la maison, des studios? Bon, déjà, c'est pas que je suis très impressionné, puisque j'ai l'habitude des grands plateaux. En fait, je suis content d'être dans un endroit normal, dans un studio télé normal. Je ne devrais pas être trop le dire, quoi, parce que ce qui est bien, c'est de faire bien les choses. Et c'est assez rare pour que je le souligne. En fait, ce sont les ambitions qui fabriquent les grands projets, quoi. Comme je disais tout à l'heure, il faut rêver des étoiles pour au moins espérer avoir la Lune. Et ça, c'est pas mal. Et en plus, ce genre d'infrastructure si professionnelle, si bien établie, ça va créer un appel d'air de compétences. Ouais. C'est énorme. Il va falloir des techniciens de la mort, des animateurs. Ça va challenger tout ça. Et voilà. Il y a plein de gens qui sont dehors, qui ont envie. Ça va relever leur minima d'intelligence. Finalement, ça met la concurrence dans l'environnement audiovisuel. Mais la télé, c'est super important parce que ça fabrique les images et les paroles de toute une nation. C'est pas rien. C'est pour ça que le ministère de la Culture, c'est le plus important dans un pays. Bon, mais ça, c'est notre débat. Absolument, absolument. Je ne pourrais pas te le dire. Armand Gauze, on dit que vous vivez à Bassam un peu reclus. Reclus à Bassam, dans la première... Non, je ne suis pas reclus. Donc vous êtes sur vous-même. Je suis au village artisanal, oui, entouré de gens magnifiques, d'artisans, de sculpteurs, de bronziers, de batiquiers. Je vis effectivement près du Marais. Là, au début, on m'appelait Shrek, l'abominable homme. C'est quoi, à cause de la coupe de cheveux? Voilà, c'est ça. Non, mais je ne suis pas du tout reclus. Il y a un petit côté tour d'ivoire. Mais en fait, quand tu n'es pas à Cocody, on a l'impression que tu n'existes pas. Exactement. Tout est abigano-centré quand même. Absolument. Et donc, vous vivez entre l'écriture et les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, il n'y a personne qui vit. Tu connais des gens qui vivent sur les réseaux sociaux? Je pose pas de questions. Moi, j'ai un réseau social. Dès que je sors de chez moi, il y a les maçons, il y a les artisans, il y a les vendeurs, les vendeuses, il y a les Baka qui passent là. Donc voilà, je dis, c'est mes cousins, je m'appelle Baka aussi. Voilà, donc voilà, moi, c'est ça. La société, c'est quelque chose de vrai, en fait. On est des avatars, pour le coup. On est tous des avatars sur les réseaux sociaux. Donc il ne faut pas prendre ça trop au sérieux. Sur la question des inondations, Armand Gauze, quel est votre sentiment, votre commentaire? Il n'y a pas de sentiment sur les inondations. C'est un truc technique. C'est-à-dire que ça fait 30 ans qu'il y a le même problème. Il n'y a pas quelqu'un pour réfléchir, pour résoudre ça. Quel sentiment tu vas mettre dedans? Tu vas t'énerver? À quoi ça sert? Tu vas t'indigner? Mais il faut arrêter les indignations. Ça s'appelle les indignations stratosphériques, parce que c'est dans les nuages que ça vient. C'est des indignations nuageuses. Les gens s'indignent chaque fois qu'il pleut. Mais quand il pleut, il y a de l'eau. L'eau cherche son chemin. Voilà, il y a des centaines d'ingénieurs qui ont des centaines de plans pour que ça marche. Donc à un moment donné, il faut être sérieux, s'asseoir, dire, bon, écoutez les gars, voilà, on va faire le vrai truc et puis on le fait. Donc il y a les gens compétents pour le faire. Hein.
Donc voilà, arrêtez d'en parler. Arrêtez d'en parler. Arrêtez d'avoir des sentiments sur ce truc-là. C'est technique, il faut résoudre ça. Point. On va commencer par dire qu'on va déguerpir tous ceux qui sont sur le chemin de l'eau. Alors, c'est pas juste le chemin. Tu sais, l'eau, c'est pas juste l'eau s'infiltre à la base. Tout Abidjan était des forêts. Ça fait 10 000 ans, écoutez-moi bien. La dernière période glaciaire, il y a 10 000 ans. Donc ça fait 10 000 ans que ce climat-là est le même. Il pleut 2,30 m d'eau en moyenne dans les climats équatoriaux, sub-équatoriaux. On sait ça depuis toujours. Mon arrière-grand-père savait ça. À l'époque, Abidjan était couvert de végétation. Donc l'eau avait deux façons de s'évacuer, en coulant et en s'infiltrant dans les sols. Maintenant, il y a des goudrons, il y a les vilains immeubles d'engrais là, ou de la palmeraie. Ces trucs-là, il y a les ciments partout. Toute cette eau-là, ça augmente l'eau d'écoulement. Mais ce n'est pas nouveau, hein, c'est caractéristique de toutes les villes. Voilà. Haussmann a fait ça au 19e siècle. Ben voilà, finalement, on a eu un commentaire. Serge, vous avez une question? Non, Sophie, par contre. Oui, alors vous en prenez souvent au gouvernement actuel. Vous avez même lancé un hashtag qui est parfois utilisé par plusieurs internautes. Vaurien nounou. C'est l'idée de ne pas mettre les gens compétents à la place qu'il faut, c'est tout. Voilà. C'est pas un commentaire, c'est un constat. Tu vois, la preuve, ça marche pas. On parle encore d'inondations. Oui, justement, donc, je vous cite, vous avez dit « Les inondations à la Palmeraie créent une énorme pression immobilière sur Bassam ». Et vous ajoutez « Les Vauriens arrivent à Grand Bassam, c'est le moment de se barrer d'ici ». Est-ce que vous pensez que ceux qui étaient là avant ont fait mieux, ou est-ce que vous pensez que ceux qui viendront après feront mieux? Attends, pour le coup, là, ça, c'est une responsabilité. Ça a commencé sous Oufoué, hein. Il y a eu des inondations à Trècheville. Aujourd'hui, on oublie ça. Même à Marcory. Mon père me disait qu'il y avait des silures dans sa cuisine. Tu vois, le gars venait directement se jeter dans la poêle. Quoi. Le remblai à Koumassi. Voilà des grands travaux bien concrets. Le remblai à Koumassi, entre Koumassi et Marcory. C'est quelque chose de concret. C'est un marais. Donc ça s'appelle un remblai. C'est-à-dire qu'on a mis de la terre là. On a remblayé. On a remblayé avec un énorme canal d'écoulement. Bon, c'est vrai que c'est un peu chaud, mais ça va, ils s'en sortent mieux qu'à la Palmeraie, par exemple. Tu vois, et la Palmeraie, mon problème, c'est l'espèce de néo-bourgeoisie qui vit là-bas, en rêvant de standards européens, mais en fait, ils sont dans des trucs, des trucs de toclo, comme on dit. C'est-à-dire, c'est rapiécé, c'est une espèce de modernité raccommodée entre le village, le passéisme, et puis un futur rêvé. Donc c'est une espèce de classe molle. C'est ça que tu n'as pas voulu vivre Non, mais mon frère habite à la Palmeraie. D'ailleurs, avant, il était à Yopougon. Quand tu es à Yopougon, que tu as percé, tu viens à la Palmeraie. Et puis quand tu n'es pas trop content, tu vas à Bassam. En ce moment, c'est concret, l'histoire de la pression immobilière à Bassam. Donc, entre Anani et Bassam, il y aura 2 millions de personnes dans moins de 5 ans. On va attendre ça pour savoir où est-ce que l'eau va partir. La mer est juste à côté. Les lotissements poussent à la vitesse du son, quoi. Donc, par rapport à justement donc, ces dégâts, est-ce que vous pensez que ceux qui viendront après pourront faire mieux? Forcément, il y a des solutions techniques. Et puis, c'est même pas là, pour le coup, vraiment, c'est une question de compétences. Il n'y a rien d'autre à faire, quoi. Voilà, il y a un problème, on regarde, on diagnostique le problème, et puis on trouve les solutions. Quoi qu'il en coûte, on discipline le truc. Les Vauriens, nous, ils sont là en ce moment ou... Mais ils guettent partout. C'est pas seulement ceux qu'on désigne du doigt. Hein. Ils sont partout. Voilà. Et même dans la demande de presse et tout ça. Des fois, il y a beaucoup de gens. C'est pour ça que je dis que c'est hyper important d'avoir des ambitions comme Live TV ou d'autres TV. Hein. Moi, c'est la seule à laquelle j'ai été invité pour le moment. C'est très bien. Et je suis parti à la RTI aussi. Et la RTI aussi c'est vachement boosté, hein, quoi qu'on en dise. Tu vois. Et donc, en fait, l'idée que quand on a de l'ambition, on fabrique de la compétence pour réaliser ces ambitions-là. Avant que vous ayez notre invité sur le plateau du Live Talk, Serge a une question pour vous.
Bonsoir Brice. Bonsoir Serge. Alors Armand Gauze. Ben non, mais en plus, non mais on va le dire, Il me dit bonsoir. Non, mais c'est sans filtre. C'est pour ça que je vais lui dire sans filtre en fait. À bout portant. Non, je te promets que non. Serge, on prépare l'émission ensemble. Donc il me dit bonsoir. Ça va. Bonsoir Serge. On s'est déjà vu depuis toute la journée. Mais bonsoir quand même. Vous allez bien, oui. Très très bien et vous-même. Ouais, parfait. Armand Gauze est notre invité. Oui, je suis content justement, et même très content d'ailleurs de l'avoir parce que c'est quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux et j'adore ses sorties, j'adore ses punchlines. Voilà, jusqu'ici on n'en a pas encore vraiment eu, on a eu un peu hors antenne, mais j'aimerais bien en avoir d'ici la fin de cette émission et je pense que je vais susciter cet élan-là par cette question très certainement. Je suis sûr qu'il va me faire sortir des punchlines. Non mais j'aimerais bien en tout cas. C'est un peu facile, parce que c'est le travail là, il y en a quelques-unes qui sont sorties. Oui, vous allez voir, ils vont extraire ça sur Twitter. Ils étaient encore légers. Moi j'ai juste envie de vous demander, Armand Gauze, finalement quand on vous écoute parler de la Côte d'Ivoire et parler de l'Afrique, on sent bien que vous n'êtes pas trop dans ces histoires de couleurs, notamment pour défendre l'Africain, donc le noir, et dire que non, parler du racisme du blanc et autres. Moi j'ai juste envie de vous demander, est-ce que vous vous reconnaissez comme un afro-optimiste, finalement? Non, moi je suis optimiste tout court. Optimiste tout court. Donc, bon, ta question c'est sur le truc de la couleur. D'accord? Donc, ouais, ça c'est un sujet très piégeant en ce moment. En plus, tout le monde est devenu. Tout le monde est devenu nerveux. Tout le monde est devenu nerveux. Nerveux quand on Tout le monde est devenu nerveux quand on parle de couleur. Mais moi, je réitère ma position. La couleur est une fiction. La couleur, là. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui suit la terre là qui pense sérieusement que parce que tu es noir, tu es plus bête que lui. Sérieusement, il ne peut pas penser ça. C'est pas ça. Le problème, c'est la discrimination sociale. Le statut que tu donnes aux gens. Quand tu dis que quand tu invectives un groupe en disant vous êtes des bêtes, vous n'êtes pas productifs, ou bien sinon vous êtes des esclaves, et on va vous assigner à cette position sociale-là, dans ce ghetto-là. Tu fabriques du coup de la couleur en disant que là tu inventes une fiction qui est colorée. Parce que justement, c'est ça qui se voit. Si je tousse, on est en plein Covid. Oui, j'espère que on a respecté la distanciation sociale. Vous serez tous positifs là. Non, pas du tout. Je vous rassure que donc pour finir dessus, donc, on vous assigne à une position sociale au nom du mythe de la couleur. Mais ils savent très bien que un bourgeois, c'est un bourgeois. Qu'il soit noir ou blanc. Qu'il soit noir ou blanc. C'est un il bourgeois. Il est bête. Qu'il soit noir ou blanc. Moi, le groupe que j'aime, le groupe politique que j'aime le plus, ce sont les Black Panthers. Je ne parle pas de votre farandole hollywoodienne qui est sortie il y a 2 ans. Black Panthers Party, the BPP. Tu vois, d'abord, ça s'appelait Black Party. Marxiste-léniniste. Les mecs, en Californie, dans les pires ghettos, ils disent oui. Dans le pays qui représente le capitalisme. The Black Power, quand ils disent ça, là, ils ne parlent jamais de couleur, au fond. Le point noir qu'ils brandissent là, c'est le point noir des revendications sociales. C'est conchier le capitalisme mondial de 400 ans qui a fait de la classe sociale qu'ils sont devenus aujourd'hui. George Floyd, là, quand je regarde l'image, bon, j'ai vu juste une photo, parce que c'est insoutenable. Oui, 8 minutes 23, c'est fou. Le gars, il n'est pas que blanc. Il porte les apparats de l'autorité de l'État qui écrasent un sans-dents. Moi, je vois au-delà de la couleur. Et en plus, tu sais, nous, il y a une chose aussi qui est... Quand les débats sont passionnés en Afrique ici, là, restez tranquille. Ils n'ont jamais connu, ils n'ont jamais connu le racisme. Moi, j'ai connu le racisme la première fois quand je suis arrivé en France à 29 ans. Ici, à Diamé, là, personne n'est victime de racisme. Exactement. Colorimétrique. Mais on se cache pour te dire, toi, t'es un Mossi, toi, t'es un Béninois, t'es un Nago. Mais c'est pas de ça que je veux parler. Mais personne n'a vécu vraiment du racisme. C'est qui touche quand on va terminer là-dessus. Quand on est tout. Parce qu'il y a une question pour vous. C'est qui ressemble à n'importe lequel d'entre nous. Ça fait 400 ans qu'ils sont là-bas, les gars. 400 ans. Le gars, il a la tête de ton cousin des Guibérois. Tu vois? Et donc, c'est ça, c'est cette humanité-là. C'est cette humanité-là qui t'écrase, en fait. Il est comme moi. Il aurait pu subir ça comme moi. Cette injustice. 400 ans pour en arriver là. Merci Armand. Après Obama. Merci beaucoup. C'est puissant. J'avais juste envie de rebondir, mais bon. Armand Gauze, j'ai lu
J'ai lu Debout payé, tu sais, j'ai lu Camarade Papa, Ouais. qui est sorti en 2018, et dans lequel, dans ce... de libraire Gilbert Joseph, d'ailleurs, vous payez. Ça, tu as lu la fiche Wikipédia. Ouais, Wikipédia, ouais. ce livre dans lequel Ça on veut dire découvre... qu'il ne l'a pas lu. Donc, bravo, voilà. Oui, Bon, alors, non, je viens. C'est sans filtre, non. Je l'ai Non, lu. mais personne n'a lu. Mais il finit, il finit. À part toi, à part Ah, toi. d'accord. Mais- À part toi. Mais j'ai J'ai lu lu, j'ai quand même même fait une Camarade Papa. critique Ouais, je sais très bien. sur Camarade Papa, dans lequel, ce livre, on découvre une Afrique qui, elle, se découvre dans le regard du blanc conquérant, explorateur, parfois même spolieur de la terre et de la culture, dans le siècle qui est le nôtre. Alors, quel devait être le rapport de la Côte d'Ivoire à la France? Est-ce que c'est une rupture systématique? Est-ce que c'est une rupture en douceur ou un mariage sans grand bruit? Alors, déjà, pour revenir sur le passé, il faut juste se rappeler que la Côte d'Ivoire n'existe pas en tant que territoire national. C'est super important. Hein. Donc, c'est pas pareil. C'est-à-dire que quand le gars, il te raconte des gens à Krenjabo. Il faut connaître l'histoire. C'est hyper important de dire. Quand Trèche vient ou bien Arthur Verdier, lui, il va à Krenjabo, à Assini. Il rencontre des Abourés. Voilà, il faut que nous-mêmes, on puisse avoir une lecture fine de notre propre histoire. Donc moi, j'ai pris le regard du blanc, là, celui de l'étranger, celui du recul intelligent, pour décrire qui nous étions, avec ces mots à lui, en disant, oui, regardez, je ne suis pas du tout blanc. Je n'ai jamais vécu au 19e siècle. C'est là que commence la littérature. C'est là que commence la littérature, donc la pensée fine. Donc, quand je me mets à sa place, là, je dis, mais lui, quand il vient là, comment il nous voit, en fait? Et moi, j'ai les deux cultures. C'est-à-dire que lui, là, son Victor Hugo, là, je le connais. Mais il ne connaît pas Jeanne, ma grand-mère. Donc moi, je suis plus fort que lui. Donc je peux parler des deux regards tranquillement. Et puis montrer que, voilà, c'est ça le vrai bilan, en fait. Et là, tu es encore dans l'histoire. Ouais, maintenant, dans le présent, là, tu sais, tout le monde est dans l'autoflagellation. L'autoflagellation. Ah oui, les blancs et tout ça. Mais on est plus fort qu'eux. On est plus fort. Et donc, toi, tu optes pour une rupture directe, mais stricte, tout de suite. on est déjà... Je dis qu'au moment où Kabasele fait indépendance tcha-tcha, là, il danse le truc. Il danse le truc. Il danse la révolution qui se passe devant lui, là. Il la chante et la danse. Il met déjà l'Afrique dans une avance culturelle incroyable. Il la chante et la danse. La culture est le moteur de la révolution En 1960, là, écoute-moi bien, en 1960, il n'y a personne qui savait ce que ça voulait dire indépendance. Puisque personne ne savait lire. Personne n'avait les traits de culture. C'était une élite élitissime. Ils sont 1% à avoir le bac, même pas, en 1960. C'est toute la... Tu danses quoi? Tu danses quoi? Non, les gars, ils dansent des symboles. Ils se réapproprient le truc, là. Et donc, on a l'impression qu'ils ont dansé seulement et qu'on est en retard. On n'est pas en retard. On n'est pas en retard. Quand Nkrumah écrit Les soleils des indépendances, il réinvente la littérature mondiale. La littérature, ça veut dire ta façon d'imaginer le monde, de te projeter dans le futur. Qu'est-ce que vous faites là? Vous donnez des symboles aux gens. Voilà, c'est gratuit, c'est pour la beauté du geste que vous êtes là. Et c'est ce que les gens font toujours. Le geste technique. Et nous, notre culture, là, c'est ça notre culture. C'est ça vraiment notre culture. Le sens de la culture. Ça, tu peux l'arrêter. Hein. Ouais, oui. T'as le droit. Non, mais c'est passionnant. Ouais, t'as le droit. Est-ce que je peux te parler de LG? Pas Benji, l'autre, LG, Laurent Gbagbo. Ben oui, attends, non, le père Laurent. Tu as un attachement très fort à Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, son parti, le Front populaire ivoirien, est en alliance, en perspective des élections. Moi, je ne suis pas socialiste. Je Donc, sais, je suis tu pas es communiste. Alors, non, tu n'es pas FI. Non. J'ai dit un attachement à LG, à Laurent Gbagbo. Donc, comment est-ce que toi, tu juges aujourd'hui que son parti s'allie au PDC dans cette perspective des élections? Non. Attention, Armand, pour cette question, vous avez 1 minute. Très bien, très bien. Pour m'éviter de vous arrêter. Non, Ça m'intéresse. Non, mais moi, je suis... Tu sais, les vieux, là, nos vieux, là, ils ont des coups de rein terribles. Tu vois, ils ont des coups de rein terribles. Et puis, tu vois, ils ont fait ça joli. Hein. Voilà, le père Bédier, il a fait ça joli. Là, c'est dur de savoir comment se positionner. C'est super dur. Tout le monde est là. Ira pas. C'est beau, c'est sa politique. Tant qu'on bavarde, qu'on se fait des trucs comme ça, c'est bien. Le problème, c'est quand les kalachnikovs sortent.
Moi, c'est ça qui me dérange. Donc, quand Pour le reste, là, que les socialistes, là, ils sont mous. Ils sont capables de s'allier avec n'importe qui. Il n'y a qu'à voir le jospinisme, comment ça finit. C'est des gars mous. Nous, là, Guedreau, président Guedreau, du PCI. Voilà, nous, on n'est pas comme ça. Donc, voilà, tant qu'on est dans le jeu politique, c'est beau. Voilà, peu importe. Mais c'est bon, le truc le plus important, terminer là-dessus. Pour en finir avec la politique, là, en ce moment-là, je veux parler de la jeunesse. Ouais. La CUI, là, techniquement, là, ils disent, écoutez-moi, les jeunes, ils cherchent 4 millions de gens qui ont 18 ans à inscrire sur les listes. Pas 3 millions? C'est 3 millions. 3 millions. C'est presque 20% de la population. 18 ans. Ils sont capables, techniquement, on dit qu'on peut mettre 3 millions, 20% de la population sur les listes électorales. 18 ans. Les gars, pour des candidats qui ont plus de 70 ans, c'est du sugar daddyisme politique. Armand Gauze est notre invité sur le live talk. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause avant de revenir pour le sans joker. Inscrivez-vous dans la liste. Inscrivez-vous. On va voir qui est les reins les plus souples, entre les vieux pères ou les plus jeunes. On marque une courte pause pour la pub, à tout de suite. Vous suivez, j'espère avec beaucoup de plaisir, parce que nous, on a beaucoup de plaisir à être avec notre invité, le Live Talk. Et notre invité s'appelle Armand Gauze, le tonique et dynamique Armand Gauze. C'est quoi, vous avez un problème avec le... Non, c'est pas... Ça va, vous aimez bien? Il n'y a pas un 12 jours d'âge dedans. Alors, c'est l'heure de ce qu'on appelle ici le sans joker. On va vous poser des questions auxquelles vous devez absolument répondre. Moi, je n'ai pas de problème avec ça parce que les questions, ce n'est pas ce qui vous fait peur. Répondre à une question, c'est un exercice à la limite que vous aimez quand on vous pose des questions. Mais donc, vous en aurez tout à l'heure. Ce que tu ne veux pas entendre, il ne faut pas me demander. Hein. Non, ici, on est sans filtre. On est sans filtre, donc c'est dit avec beaucoup de respect. Non, mais on n'a pas de doute. On n'a pas de doute. Alors, les questions du sans joker, ça sera juste après une courte pause. On a un petit jingle pour faire genre. Ah, puis c'est beau. Hein. Armand Gauze, Armand Patrick vous êtes face. Bakar Brédé. J'ai un peu l'histoire d'une symphonie inachevée. Décembre 2019, on vous annonce, on vous cite même sur la liste des invités dans l'avion avec Emmanuel Macron, vous vous en souvenez. Vous publiez même une photo de vous dans une liste d'une file d'attente. Et puis, plus rien, aucune déclaration, aucune photo de vous avec les officiels. Dans cette chorégraphie de coopération ivoiro-française, que s'est-il passé? Pourquoi ce silence? On veut savoir. Bon, d'abord, il faut savoir que j'étais seul dans l'avion avec Macron. Oh. Dans tous les invités, là. Donc, ça veut dire qu'il avait vraiment envie de m'entendre parler. Oui. D'accord? Donc, on a fait... Déjà, je vais écrire un bouquin qui s'appelle 6 heures. Il s'appelle 6 heures pour parler de ces 6 heures-là. Wow. Mais il y a deux commentaires rapidement. Le premier, c'est mon fils. Quand je lui dis, tu sais, il y a Macron qui m'a appelé, je ne sais pas quoi faire. Il a fait... Mais papa, ils se sont trompés de casting. Ça, un. De deux, la deuxième réaction, c'est celle de mon lieutenant qui s'appelle Honoré Daourou, qui dit « Ah, mon vieux, Macron t'a invité dans son avion. C'est comme si l'imam invite le soulard du quartier à la mosquée avec sa boisson. » Et donc voilà, c'est ça qui s'est passé. Donc ouais, moi, je suis bien content d'avoir foulé, voire piétiné ce temple-là. Et on m'a invité au nom de mon intelligence, au nom de ma pensée. Quand je suis arrivé, le jour de l'anniversaire, pendant que d'autres chantaient joyeux anniversaire, machin dans les stades, là, moi, le président, personne ne me connaissait dans la salle. Et c'est mon livre qu'il cite pour clore son discours. Voilà, c'est tout. Donc, ce que toi, tu n'as pas vu chez toi, qui est dans tes narines, là, les gens qui sont loin, là, ils ont vu ça. Voilà. C'est Sophie Aïda qui a la prochaine question du sans joker. Exactement. Armand Gauze, vous êtes écrivain, vous êtes photographe, vous êtes réalisateur, vous êtes scénariste, vous êtes baroudeur, parce que oui, vous avez parcouru la Côte d'Ivoire. Vous êtes grande gueule, vous êtes une grosse tête dans tous les sens du terme. Très bien. Vous avez les cheveux crépus et la langue pointue. Qu'est-ce qui vous fait courir? Parce que tu crois que je cours comme ça. On m'appelle Pelé, je suis fort à tous les postes, c'est normal. Et je ne suis pas la moitié de chacune des choses que tu as dites. Je ne suis pas la moitié. Je ne me sens pas particulièrement doué ou privilégié. L'idée, c'est que tu travailles quand tu veux quelque chose. Voilà, c'est le travail. C'est juste, si je veux écrire, je décide d'être le meilleur écrivain du monde. Moi, je cherche la liste du Goncourt. Si je veux être photographe, écoute, moi, je cherche les plus grands photographes du monde. Voilà, et si je veux être scénariste, j'écris les meilleurs films. D'ailleurs, Live TV, là,
cette grosse boîte-là, c'est un géant qu'il va falloir remplir d'intelligence. Et moi, ça ne me dérange pas, les téléréalités et tout ça. Je suis capable d'écouter Arafat à 13h et puis un opéra de Verdi à 15h. Donc voilà, ce qui est important, c'est de proposer du contenu et de l'intelligence. Donc voilà, moi je travaille vraiment sur tout ce que j'entreprends comme chose. Bon, après, maintenant, grande gueule, là, ça c'est... Les grosses têtes. Ça, ouais. Et attends, ma grand-mère disait, chaque fois qu'on me disait qu'elle avait une grosse tête, elle dit, ne les écoute pas, il faut leur dire qu'ici, là, il y a mathématiques, là, il y a français, là, Il y a d'autres matières. Armando, ça a été un vrai bonheur de vous avoir avec nous sur le plateau. Serge, il avait beaucoup de questions, on en Pas avait. beaucoup, mais c'est juste que rappelez qu'en fait, on a pour l'instant 2 livres, Debout payé et ensuite le camarade papa. Ouais. Et on a Black Mano qui Ouais, sort. très bien. On sait qu'il y aura 6 heures bientôt. Avec la superbe couverture, qui est une photo d'Aïda Moulouné, photographe éthiopienne de talent, talentissime, qui s'est installée en Côte d'Ivoire. Donc on aura d'autres occasions de parler de cet ouvrage-là. Vous êtes le bienvenu sur nos plateaux et sur nos antennes. Ça a été un vrai bonheur. On vous remercie, hein, vous aussi, téléspectateurs. Quand vous voulez. Lui, il est frustré, il n'a pas dit. Merci à tous. En tout cas, ne zappez surtout pas. Vous avez droit tout à l'heure à votre séance cinéma africain avec le film Wedding Party. Bonne suite de programme sur Live TV et à lundi sur ce même plateau. On vous aime.